Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Amène ta bière podcast. On se retrouve encore en format virtuel aujourd'hui. Je reçois bien gros du monde de Montréal, fait que tu sais, c'est ça. Il y a un bout de chemin de route à faire. Je suis pas la personne qui donne 1500 $ de cachet. Alors, les gens, ils vont simplement en mode virtuel, puis c'est bien parfait. Je pense que de toute façon, la réponse est super bonne de cette façon-là. Alors aujourd'hui, je suis super excitée. Je reçois l'humoriste Sam Cyr, qui est quelqu'un que j'ai découvert il y a un peu plus qu'un an, j'ai envie de dire. Il est derrière l'animation du podcast Tout le monde sait que j'aime d'amour et qui d'ailleurs vient de remporter un Olivier pour le podcast Sans script de l'année. C'est ça? Je dis-tu la bonne affaire? Il rit, je pense que oui. Je le vois comme en petit. Je sais pas s'il savait que je le voyais. En tout cas, fait que c'est ça. Ça, j'ai le goût qu'on en parle un petit peu, évidemment. Puis, il vient de sortir son spectacle En Doudouné, qui s'appelle. Également un livre qui vient de sortir. Je dis que ça vient tout de sortir, mais je pense que c'est comme dans les derniers mois, là, tous ces projets-là dont je vous parle. Alors, c'est toutes plein de belles choses qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et je fais mes petites plugs en commençant, comme à l'habitude. Donc, oubliez pas on étant moi-même sur Patreon. Alors, vous pouvez vous abonner à notre Patreon, en fait, au coût de 3 et 4 $ par mois. J'ai ajouté un nouvel abonnement, si on peut dire ça comme ça. Une formule à 20 $ dans laquelle je fais des shout-outs. Écoutez, si vous voulez là, que je fasse un shout-out de votre nom dans un prochain podcast, ben c'est cette formule-là. Puis en même temps, ben vous encouragez le podcast qui est une production 100% indépendante. Et finalement, si vous n'êtes pas capable de contribuer avec vos sous, ben vous pouvez toujours aller mettre un 5 étoiles sur l'application Balado et également sur Spotify. Allez en mettre un aussi à tout le monde, ça y est, en même temps. Une pierre d'un coup. Fait que voilà, sur ce, ben je vous souhaite un bon épisode tout le monde. Hello! Allô? On est en live! Oui, j'étais hypnotisé par ton intro. J'ai regardé le générique. Ça, c'est vrai, ouais. Oui, Intro, elle est c'est un belle. peu boboche. En fait, c'est pas vrai. J'ai comme engagé une graphiste puis une animatrice 2D, je pense, ouais, parce qu'elle fait pas du 3D, pour faire mon petit intro. Sauf que là, après, je voulais comme faire les plugs de monde. Fait que c'est moi qui ai ajouté des textes. Puis les textes sont vraiment boboches, comme qui arrivent à l'écran. Mais C'est les gens qui payent Patreon que tu les plugues dans le générique? non, c'est le monde qui ont fait mon intro. Dans le fond, mon chum a fait la musique, puis sinon l'animation, la graphiste. C'est ça. Je voulais mentionner leur nom parce que, écoutez, c'est des gens, des gens talentueux. Alors, on les mentionne. Puis c'est ça. Fait que c'est mon intro. Eh oui, c'est important. Tu fais bien. Ben oui. Non, mais je dis ça parce que nous aussi, on s'est parti un Patreon avec une tranche à 20 $ justement, où est-ce qu'on veut nommer le monde. Mais au début, on avait écrit qu'on allait mettre leur nom dans le générique. OK. Puis là, c'est comme, mais c'est compliqué, là, changer le générique à chaque fois. Compliqué. Ouais, fait qu'on l'a switché, on va nommer leur nom dans l'épisode. Mais je pense que c'est plus le fun aussi. Ouais, vraiment. Ouais, moi aussi, j'y avais pensé, puis j'étais comme, ouf, là, tu sais, ça va être comme 1 heure. Ben, pas 1 heure, mais ça dépend de comment il est setupé ton générique, là, parce que, tu sais, il peut se modifier facilement, mais il peut aussi ne pas se modifier facilement. Fait que. Mais c'est surtout que c'est moi qui le fais, notre générique. Puis c'est vrai? Ouais, ben. Oui, c'est vrai, Marilyn, elle m'avait dit ça. Que c'est toi qui avais fait ça, c'est malade. Ben merci, mais c'est moi qui ai fait le graphisme, puis pour l'animation qui est très basique, là, c'est sur la plateforme Canva que j'avais fait ça. Puis là, à chaque fois, je me rappelle jamais comment aller sur Canva, là, tu sais, j'oublie tout le temps mon mot de passe, etc. Fait que, idéalement, si j'avais pas à rajouter des slides de Patreon à chaque fois, j'aimerais mieux ça. Ouais, c'est ça. Toi, t'es pas le genre de personne qui fait mot de passe automatique enregistré. Non? Non, j'ai bien trop peur. On dirait que c'est le démon, cette affaire-là. Tu fais ça, toi? Ah ouais. Écoute, moi, là, écrire mon mot de passe, là, j'ai pas ce temps-là dans ma vie. Ben, je comprends. Mais moi, ça me stresse quand même. Je me suis déjà fait frauder. Puis j'ai tout le temps peur d'utiliser le même mot de passe sur des sites différents, mais j'en ai genre 2-3 là, que j'alterne. OK, ouais, c'est ça, t'alternes. Ah, moi, j'en ai juste un, c'est ça, c'est
Il faudrait pas qu'on... Tout le même pas aucune variation. Tu sais, des fois, ça demande des chiffres, puis des astérix, puis des symboles. Ouais, il est assez complet, là, mon mot de passe de base. Mais c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des petits twists, mais j'essaye de pas aller trop différemment parce que sinon, c'est sûr que je m'en rappelle plus. Mais c'est ça, il faudrait peut-être pas dire ça à voix haute dans le podcast. Mais je pense qu'on peut s'en tenir moi aussi, mon mot de passe de base, il est blindé, là. Il y a beaucoup de choses dedans, fait que je pense pas qu'on peut le retrouver. Quoique, des fois, je suis en train de texter sur mon téléphone, puis quand je commence le mot de passe, des fois, il apparaît dans l'auto... c'est terrible. Ouais, dans l'autocorrect. Puis je suis comme, hey, non. Impossible! Mais non. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si... Sûrement que... Là, on s'enfonce dans les options du iPhone, là, mais il y a peut-être des options pour aller... comme empêcher ce mot-là d'apparaître dans l'autocorrect. Mais là, si le voleur il trouve ce dossier-là, ben là... Mais c'est-tu un mot de tous les jours, genre, que tu peux aborder dans une conversation? Non. Ben, c'est comme... c'est un mot... je peux pas... un mot de ma vie, mais comme... Il y a des symboles autour. OK. J'adore. Super. Fait que là, je t'ai dit de pas me spoiler ta bière ou ton... Je sais pas ce que t'as amené finalement. Fait que tu veux-tu nous présenter ça? C'est un breuvage que j'ai trouvé au dépanneur. D'accord. Je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà apporté, puis je sais pas si tu vas être contente ou si tu vas être déçue. OK, vas-y. C'est possible, c'est vrai? Initialement, j'avais vraiment pensé apporter une bière. Ouais. Puis là, on dirait qu'à midi, là, je filais vraiment doudoune. Là, puis je voulais mon lait au chocolat. C'est mon breuvage préféré, je pense. Mais ça me représente tellement bien. Là. Moi, je suis vraiment la personne là, que... tu sais, quand j'étais enfant, à la table, les adultes buvaient de la bière. Puis moi, je voulais mon lait au chocolat, mais j'ai jamais quitté cette phase-là. Là. C'est vrai? Ouais. Je suis encore lait au chocolat full pin. Là. Puis vraiment, le qui est bon, genre pas Nesquik en poudre, là. Ou ça te dérange pas? T'es-tu variant sur le... Je dirais qu'en poudre, ça fait très longtemps que j'en ai rencontré. OK. C'est plus, on dirait que ça m'arrive genre dans les restos, des fois quand tu dis que tu veux un lait au chocolat, tu le sens qu'ils l'ont fait avec de la poudre. Oh mon Dieu, tu demandes ça, genre au resto? Oui! Resto déjeuner, genre resto déjeuner, là. Ouais, c'est souvent ça. Je prends soit un smoothie ou un lait au chocolat. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais le Quick en liquide. Ouais. Le Quick brun, là. Ouais. Ça, j'aimais beaucoup ça. Mais on dirait que du Québon, ça, on n'achetait jamais vraiment ça, en fait, quand j'étais jeune. Puis c'est plus dans ma vie d'adulte que je me suis vraiment donné le droit là, de plonger là-dedans. Mais je pense que aussi c'est comme un peu un luxe là, par rapport à, tu sais, en sirop, t'as ça aussi pendant 8 mois dans ton armoire, même plus, là, tu sais, ça te fait plein de lait au chocolat. Mais le qui est bon, là, on dirait que quand t'as ça dans ton frigidaire, là, ça prend pas de temps que ça disparaît, là. Non, c'est une histoire de 24 heures, là, maximum pour moi. Ça, c'en est un petit, là, je vais le boire durant l'épisode, là, tu sais. Mais j'ai vu, il y avait des 1 litre, j'ai failli acheter les 1 litre, mais ça... honnêtement, ça te donne un peu la diarrhée là, quand t'en bois trop. Caroline. J'adore. Trop d'infos. Ouais, c'est ça. OK, moi, je vais présenter ma bière sans alcool, qui est un nouveau produit que je n'ai jamais encore bu. Alors là, je suis vraiment, je pars dans la découverte parce que, tu sais, au début, mettons, mon podcast, j'amenais tout le temps des bières que j'aime. Tu sais, mes petits classiques, mes ci, ça. Mais là, j'aime ça aller comme dans la découverte. Fait que, tu sais, des fois, il y a de la déception, des fois, il n'y en a pas. OK. Beaucoup de déception dans les bières sans alcool, pour être honnête avec toi. Ouais, moi, j'ai jamais bu une bière sans alcool. Ah ouais, hein? Ça, en général, ça goûte la même chose que de la bière? Pas du tout. Non? Non, mais c'est dur. C'est comme un vin sans alcool. Tu sais, je veux dire, le goût du vin, c'est la fermentation, c'est l'alcool, c'est ça là, qui donne le... En tout cas, moi, tu sais, j'ai vraiment réalisé, à force de boire des bières sans alcool, que, tu sais, ce que j'aime, dans le fond, c'est le goût de l'alcool, là, tu sais. Fait que dans le fond, mais c'est que ça va, tu sais, on va aller chercher les éléments, la céréale, tu sais, les houblons, tout ça, mais ça va tout le temps comme... Il va avoir un arrière-goût de comme...
je sais pas comment l'expliquer. Il faudrait que tu en goûtes une, puis ils goûtent pas mal toutes la même affaire. Ils ont toutes, ils ont leur petite couleur, leur petite saveur twistée, mais ça reste que ça goûte pas l'alcool. Fait que la bière que j'ai amenée aujourd'hui, c'est une bière qui s'appelle la Henry Goose Lightly Thirst Quencher. Oui. Ça finit plus. Mais elle a l'air belle. Ouais. Mais c'est souvent beau une bière de micro, là, on va se le dire. Ouais. Puis c'est la microbrasserie Mikkeller, qui est je sais pas où. Attends un petit peu, est-tu écrit genre rapidement? Non, je le vois pas. Fait que je sais pas ça vient d'où, mais c'est une gousse. Tu connais ça, les gousses? Non. Hey, moi, là, confession, là... Tu connais pas. Non, mais je consomme quand même un peu de la bière de temps en temps, mais moi, là, à l'extérieur de blanche, blonde, rousse, je comprends pas. Fait que quand tu dis une ale ou une pale ale, je suis comme, c'est-tu une blonde? C'est-tu une rousse? Je connais pas tous les termes. Je comprends à 100%, puis c'est tout à fait normal, là, tu sais, je veux dire, si t'as pas tant d'intérêt, tu iras pas te renseigner sur toutes les sortes, puis on va se le dire, il y en a en tabarouette, là, de nos jours, fait que, tu sais, ça finit plus, mais, tu sais, déjà, si tu connais les blanches, les rousses, tu connais quand même des styles différents, ce qui est, tu sais, il y en a qui arrivent ici, puis qui connaissent même, tu sais, ils connaissent la blonde, puis ça s'arrête là, fait que... C'est quand même déjà ça. Mais pour te faire, tu sais, je veux pas t'ennuyer, mais pour les gens qui écoutent le podcast et qui ont de l'intérêt pour la bière, ben une gousse, moi je dis gousse, mais je pense qu'il faut dire gauze. C'est une bière de caractéristiques salées. Fait que bière un petit peu plus salée. Souvent, on va aller dans des notes de coriandre, de concombre, tu sais, dans des trucs très frais. Puis une bière pâle, bière de blé la plupart du temps, aussi qui chevauche de très près la bière sûre. T'as-tu déjà goûté une bière sûre? Ouais, j'avais pas ça. Comme bien à la mode, là. Ben, c'est ça. Bière sûre, on est dans un style qui ressemble beaucoup à ça. Puis, j'aime ça le plugger, mais les bières sûres, là, l'origine de ça, en fait, c'est des bières qui ont tourné, tu sais, des bières pas bonnes, des mauvaises batches. Des bières pourrites? Ouais, c'est ça. Puis finalement, ben le style s'est comme développé à travers les années, puis là, on les fait bien et tout ça. Mais bref. Alors, bien sûr, on peut faire un chin de bière et de lait au chocolat. Chin. J'adore. Ah, tu bois ça au berlingot, comme au primaire. Oui, hey, j'adore. Oui, j'ai de très bons souvenirs de boire du lait avec mon fluor au primaire. Est-ce qu'il faisait ça? Genre, il arrivait avec des caissons dans ta classe, puis là, distribuait des laits, genre, aux élèves? Oui, des petits berlingots de 250 millilitres. Mais c'était si bon, ce lait-là. Oui, avec le petit fluor, c'était un avion, souvent. Ah, c'est vrai? Une petite pilule blanche en forme d'avion. Hey, pour vrai, il aurait pu nous tuer avec ça. Il aurait pu... je comprends pas. Attends, de quoi une pilule blanche? Ben, c'était comme pour du fluor, c'est pour les dents. Ah, ils donnaient des médicaments? Ouais, ben c'était comme une petite vitamine. Une vitamine. J'ai l'impression que c'était l'équivalent d'une vitamine C, là, tu sais, à l'orange, mais sauf que ça goûtait, je sais pas, le sucre. Impossible. Moi, ils m'ont pas donné ça. Ah non? Non. T'as quel âge? J'ai 27 là. 27? OK, peut-être qu'il avait arrêté. Moi, j'ai 34. Fait que j'ai l'impression que c'était peut-être dans les dernières années. Ouais, peut-être. Mais moi, je tripais, là. J'avais hâte d'avoir ma pilule puis mon berlingot. C'est ça qu'il y avait une drogue là-dedans. Genre. Mais c'est ça, je viens de réaliser. Pour vrai, la journée qui aurait voulu tous nous tuer, il aurait vraiment pu mettre de la cyanure, de l'arsenic là-dedans. C'est clair, esti. Mais tout ça pour dire que, pour faire un petit recap de ma bière rapido, pas mauvaise. Pas la meilleure, mais on dirait que je suis pas encore arrivée là au point où comme j'ai trouvé une bière sans alcool qui vraiment venait me chercher. Mais bière salée, quand même un peu sûre. Je pense que celle-là aussi est de caractéristiques sûres. Fait que tu sais, tantôt quand je dis qu'on est quand même dans les fruits tropicaux aussi. Fait que beau produit, mais correct. Là. Puis, est-ce que de la gousse, tu l'as bien décrit, mais est-ce que ça s'inscrit dans de la blanche, de la blonde ou ça n'a pas rapport? C'est une catégorie à part, vois-tu, parce qu'il y a deux grandes familles de bières, les ale et les lager. Puis là, mettons les ale, ben là, je vais pas me tromper, mais tu sais, mettons exemple Pilsner, Lager, tu sais, Pale Ale, tous les trucs sont comme toutes dans une de ces deux catégories-là. Mm-hmm. Puis la bière sûre, elle est dans une catégorie à part. Regarde, je vais sortir mon petit manuel, là. OK, là, t'as les données, t'as les notions. J'ai les notions, attends. C'est parce que j'ai reçu une formation. Parce que moi, je suis fan de bière, mais tu sais,
me pars un podcast à la bière. Tu sais, moi, j'étais comme, on va juste comme boire de la bière, ça va être chill, puis tout ça. Puis là, plus ça allait, plus que comme les gens me demandaient des questions sur la bière, puis tout ça. Puis tu sais, je connais des informations de base, mais j'étais comme, faudrait que j'aille me chercher une formation. Fait que je suis allée me chercher une formation de 7 heures avec Sylvain Bouchard. Il est venu chez nous, il a apporté genre 60 bières. On a bu toute la journée. C'était vraiment une belle journée. Mais je cherche... Moi, toutes des canettes? Non, pas toutes des canettes. Canettes, bouteilles, vous avez bu 60 bières, impossible. Non, mais pas au complet, là. Tu sais, on les dégustait, genre, on buvait comme des verres de déguste. Là, je trouve pas la page que je cherche pour te dire c'est quoi la famille. Parce que, moi, pendant ce temps-là, j'ai une coupe de bières, justement, non alcoolisées dans le frigo. C'est souvent quand Marilyn, elle vient chez nous. Ah, c'est vrai? Oui, Marilyn Gendron, souvent, elle a bien envie d'une bière, mais elle veut une bière sans alcool, puis finalement, elle les boit pas, puis elle les laisse ici. Oui, puis il faut qu'il y ait un animal dessus, hein, qu'elle disait. Oui, c'est souvent celle avec des renards qu'elle achète. J'adore. OK, fait que j'ai trouvé le style, dans le fond, c'est les fermentations spontanées. C'est comme ça que ça s'appelle, la famille. Et ça inclut les gauzes, Parce que d'origine, là, la gauze, ça s'écrit G-U-E-U-Z-E et non pas G-O-S-E. OK. Fait qu'en tout cas, si jamais ça t'intéressait. Comme une gueuse. Ouais, une gueuse. C'est ça, ouais, je pense que c'est ça, gueuse, qu'il faut dire. Puis il y a les lambics, les faros, puis les bières, c'est ça, fruitées sûres. Fait que tu vas te coucher moins niaiseux. Oui. Mais en passant, si j'avais pu, j'ai hésité, j'aurais voulu aussi apporter, je sais pas si tu connais la microbrasserie, le Naufrageur de Carleton en Gaspésie, là d'où je viens. Ouais. Puis ils font une bière à la fraise, il me semble qu'elle était vraiment très bonne, que j'aurais voulu. Ça me dit de quoi? Mais il doit pas avoir énormément de microbrasseries qui font des bières à la fraise, mais elle m'avait vraiment marqué, puis c'était dans les premières places que je buvais de la bière de micro, puis que ça m'avait vraiment marqué. J'aurais aimé ça en présenter une aujourd'hui, mais sinon, vous irez découvrir le Naufrageur et leur bière. Puis mettons que tu as à boire une bière. Tu bois-tu, en toute transparence, des bières commerciales? C'est quoi? Tu bois-tu de la Bud? Tu bois-tu de la Corona? Non, moi, non, j'aime pas trop les bières commerciales. Ce que je vais faire souvent quand j'ai envie d'une soirée de bière, je m'achète souvent, je suis comme à mi-chemin. Tu sais, je vais souvent au dépanneur couche-tard ou whatever, puis j'achète le genre de paquet découverte, là, un 6-pack découverte avec comme, tu sais, de la Cheval Blanc. Ouais. J'aime ça commencer ma beuverie par une Cheval Blanc. Ah, c'est tellement bon. Parlons-en de la Cheval Blanc. Pour vrai, là, cette bière-là est extraordinaire. C'est une bière commerciale. Ça a été dans les premières bières de micro. Appelons ça une bière de micro, mais qui est très commercialisée. Ouais. Qui est tellement savoureuse. Là. Pour vrai, là, bière, mais tu sais, de style belge. Fait que les bières belges ont toutes comme un genre d'arrière-goût similaire. Puis la Cheval Blanc, je la trouve extraordinaire. Moi, j'aime ça. Je l'aime beaucoup. Moi, ça me prend souvent des chips avec la bière. Ouais, hein? J'achète souvent les Miss Vicky sel et vinaigre. OK. Ou vinaigre balsamique et oignon doux. Oh, ouais. Ça, c'est comme le sac, il est brun-orangé, là. Mais il y en a plusieurs qui sont brun-orangé, fait qu'il faut faire attention. Mais, ça, avec de la Cheval Blanc, j'adore. Puis, au fur et à mesure de la soirée, je chemine vers il y a souvent dans les paquets mix qu'il y a de la Cheval Blanc, ils viennent avec des bières un peu plus fortes, un peu plus corsées, genre Death Valley, puis la Chouffe, puis j'en oublie, là, mais il y en a une coupe là-dedans que j'aime bien, que je trouve que ça fait une belle gradation au courant de ma soirée. OK, fait que ça, déjà, là, tu sais, dans ce que tu me parles, la Chouffe aussi, on est dans des saveurs très belges. J'imagine que tu as déjà bu, mettons, la Blanche de Chambly de Unibrou. Encore bière. Tu sais, Unibrou, on est très dans les levures belges aussi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que comme la plupart de leurs bières se ressemblent. Mais c'est des bières qui sont très bourratives, là. Tu sais, comme tu bois ça, mettons. Moi, j'aime ça boire une bière avant de souper, là. Tu sais, t'arrives au resto, mettons, ou en faisant le souper, on dirait que ça rouvre tu sais, t'as l'estomac vide
ça rentre si bien. Mais mettons, fin de soirée, des bières belges comme ça, là, mettons, tu sais, ça devient lourd, là. Si t'as bien soupé en plus. Hein. Oui, mais je pense que notre consommation de bière est visiblement très différente. Ouais. Moi, je bois jamais de la bière en me faisant souper. En fait, moi, je bois toujours de la... Quand je bois de la bière, c'est tout le temps... honnêtement, parce que je veux atteindre un état d'ivresse. C'est jamais de la plaisance, c'est jamais de la dégustation. Je bois rarement une bière. Ouais. Sinon, on dirait que c'est un outil pour atteindre l'état d'ivresse. Pour moi, la bière. Je suis un éternel adolescent. Fait que j'en bois pas souvent, j'en bois juste quand je suis sur le party, là. Ouais, puis à soir, là, on sort, là. Fait que non, je vais aller m'acheter une caisse de bière puis mon sac de chips. C'est vrai? Puis c'est-tu ta première option pour comme justement... Tu sais, mettons, tu décides de partir sur la go, tu t'achètes tout le temps des bières ou des fois tu achètes des cocktails, du vin? Cocktail, jamais. Même au bar, je commande jamais de drink. On dirait que c'est... Je sais pas, j'ai le palais tellement difficile. Là. Moi, je suis vraiment comme un bébé. Là. Ouais, la bière, ça m'a pris des années à m'y habituer. C'est vrai? Ouais, puis je l'ai vraiment fait par pression, là, parce que j'étais comme, non, mais je peux pas faire une vie sans être capable de boire de bière, là. Il y aura pas de la Smirnoff partout ce que je vais aller, là, tu sais. Ouais. Puis c'était tellement étiqueté drink de filles, là, j'étais full, non. Quand j'étais adolescent, en plus, c'était comme, ben non, là, je veux pas, là, les gens vont penser que je suis gay, là, finalement. Puis je suis gay, finalement. Mais... J'adore! Mais ouais, c'était un gros enjeu pour moi à l'adolescence de réussir à m'acclimater au goût de la bière puis la tolérer. Fait que c'est un peu pour ça le rituel des chips parce que quand j'avais 15 ans, c'était comme soif, je buvais tu sais les cold shots de Molson Dry là. C'était des petites canettes là, comme des canettes de Red Bull. OK. Puis, le concept dans le fond c'est qu'il y avait plus de pourcentage d'alcool dedans, c'était comme dans les j'étais nouveau, là. Fait que là, j'étais comme, OK, ça, il y a plus d'alcool dedans, c'est bon, j'ai besoin de moins en boire. Fait que je m'achetais ça, puis un sac de Ruffles All Dress, puis c'était gorgé de chips, gorgé mais ça devait être un calvaire de bon Oui, c'était l'enfer, mais je pense que c'est un peu comme ça que j'ai réussi à finalement aimer quand même ça, la bière. Ouais. Puis, mais pour répondre à ta question, j'aime bien le vin blanc aussi, de temps en temps, mais ça, c'est plus en groupe, tu sais, je m'en achète jamais... tout seul. Ouais, une bouteille à toi tout seul. Non, ça m'arrive pas. Puis ça fait pas mal le tour. Le vin rouge, j'aime pas ça du tout. On dirait le goût est trop... c'est trop adulte. Là, pour moi, c'est trop difficile. Non, c'est comme si tu me donnais genre un cigare là, à fumer. Là, c'est impossible. Oui, je comprends 100%. Ah, c'est cool. Mais faut dire, tu sais, la bière, c'est un goût qui se développe. Tu sais, souvent les gens sont comme, mais j'aime pas ça. Tu sais, j'aimerais jamais ça. Tu sais, c'est comme le vin, c'est comme le café. Tu sais, je veux dire, c'est rare que tu bois ton premier café puis que tu le savoures, à moins que tu l'aies bourré de lait puis de sucre puis encore là, tu sais. On commence tout quelque part puis tu sais, c'est de découvrir un peu avec quelle bière on est mieux de commencer selon nos goûts parce qu'il y en a pour qui la bonne bière, pour commencer, ça va être la stout. Ça va être une bière noire, tu sais. Puis le monde a bien peur de la noire parce qu'ils se disent, mon Dieu, elle a l'air donc forte. Mais souvent, c'est les bières les plus sucrées, les plus légères. Fait que, tu sais. Ah ouais? C'est de trouver son style là-dedans. Moi, j'en ai encore peur des bières noires. On dirait. C'est vrai? Non, j'ai l'impression que c'est du goudron mortel. Là. Ouais, mais t'aimes pas le café, si je comprends bien. Si tu prends des chocolats, des laits au chocolat au resto déjeuner. Non, c'est ça, j'allais dire, je bois même pas de café non plus. Non, j'ai vraiment un palais d'enfant, là. Ouais, mais c'est ça. Mettons, les bières noires, on est très dans le café, le chocolat, tu sais, c'est le grain, dans le fond, qui a été beaucoup plus torréfié. Fait que, tu sais, on va vraiment chercher des saveurs de café, de chocolat noir. C'est des saveurs assez prononcées, mais il y en a, tu sais, mettons, ils aiment pas la bière, mais ils boivent leur café noir. Ben, crème, essaye-toi avec une stout, puis peut-être que... Fait que bref, en tout cas, tu sais, là, on pourrait en parler longtemps, mais... Mais j'aime ça en parler. Moi, je suis tout en contradiction, mais genre, j'aime ça aller aux événements de bière, les Oktoberfest mondial de la bière. J'adore faire ça. J'adore, en petite quantité, j'aime ça goûter plein de bières. En fait, c'est comme, faut qu'il y ait un élément social entourant la consommation de bière. Je pense que c'est ça qui m'attire vers ça. Mais en solo, tout seul, c'est beaucoup plus rare. Ah, mais c'est comme tu dis, on n'est vraiment pas le même type de buveur parce que moi, c'est j'haïs me saouler pour mourir. Ah oui? Pour vrai, on dirait que si je me saoule,
je vais avoir du fun une fois sur 4. Fait que c'est comme un genre de roulette russe, on dirait. La ligne est fine entre c'est juste désagréable ou, tu sais, mettons, tu sais, je pense que c'est arrivé peut-être 3 fois dans ma vie, là, vraiment une soirée, là, que tu bois toute la soirée, là, puis, tu sais, les bars ferment, là, puis t'as encore envie que ça continue, puis tout ça. Moi, ça, c'est rare. Mais moi aussi, de plus en plus. Je fais de plus en plus attention parce que on dirait que ça m'attire moins. Puis aussi, les lendemains sont de plus en plus intolérables. Ouais, je comprends. Moi, je peux plus tolérer avoir mal à la tête en me réveillant. C'est vrai, hein, la gueule de bois, genre? Ah non, je peux pas. C'est impossible. Puis j'ai tellement mal à la tête rapidement, là, c'est sensible. Là, moi, tu fais-tu des migraines, genre? Non, je suis chanceux, mais c'est la seule affaire parce que sinon, je sais pas, on dirait que je me déshydrate rapidement. Même si je bois de l'eau, j'ai souvent un mal de tête. J'ai mon pot de Advil lit qui gèle. Non, je le maltraite. Là. Je suis tout le temps rendu là-dedans. Ah, c'est vrai? Fait que j'ai de moins en moins de facilité à tolérer de mettre moi-même en état de mal de tête. Là. Oui, non, je comprends à 110%. Puis là, j'ai le goût qu'on jase. Tantôt, tu as abordé le fait que tu venais de la Gaspésie. Ça, tu l'as déjà mentionné souvent. C'est-tu l'humour qui t'a amené à Montréal? C'est quoi? T'es-tu déménagé avec ta famille quand tu étais jeune? Non, pas pantoute. Ben, ça a été très graduel. Tu sais, moi, j'ai pu faire jusqu'à mon cégep à Carleton. Mais moi, je viens de New Richmond, qui est le village... un des villages voisins. Mais Carleton, c'est là qu'il y avait le cégep. Puis après, ben il y avait un exode naturel de tous les gens de mon âge. Il y en a beaucoup qui s'en allaient à Rimouski. La majorité s'en allait, je dis pas la majorité, mais la majorité de mes amis allaient étudier à Québec. Et moi, je les ai suivis. Puis j'ai étudié là à l'Université Laval en communication. Un petit 3 ans là. Puis après ça, c'était pas... ça m'avait pas... motivé plus que ça, la communication, puis je voulais m'en brancher plus en publicité, fait que j'ai déménagé à Montréal, où j'avais d'autres amis qui étaient à Montréal aussi, fait que, ça a été tout un peu graduel, puis j'ai fait un certificat en publicité qui a abouti à rien pantoute, mais j'ai quand même aimé ça, j'aime toujours ça, la publicité, le marketing, puis je l'utilise encore un peu aujourd'hui pour promouvoir mes affaires. Puis après ça, j'ai juste comme fait job-in par-dessus job-in jusqu'à temps que je m'étais fait un blog sur Internet avec des amis qui s'appelait Les Populaires. Qui on publiait des textes très journal intime, humoristique dans ce genre-là. Puis de fil en aiguille, on ajoutait des nouveaux auteurs sur le site, puis il y avait souvent des humoristes de la relève, tu sais... il y avait Kat Levac, à un moment donné, il y avait Simon Delille, Mathieu Pepper, tu sais, tout le monde venait un petit peu faire son tour. Puis moi, ça m'ouvrait les yeux sur un peu une carrière qui pourrait être possible pour moi parce que ce que je voyais sur scène, moi, j'ai pas beaucoup consommé d'humour quand j'étais jeune, tu sais. Non, je regardais pas pendant toutes les galas juste pour rire. Moi, ça me repoussait, là, tous les arts de la scène. On dirait que ça me mettait mal à l'aise, là. Oui, tous les comédiens là, sur scène, là, on dirait que j'avais plein de préjugés. Je me disais, c'est du monde nu-pied, là, c'est des marginaux, là, ça m'écoeure. Oui, genre un match d'impro, là, c'était ça m'écoeurait, là, je pouvais pas. Mais pourquoi? Attends, là. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on dirait que c'est tellement... être comédien, on dirait qu'il faut tellement se commettre, il faut tellement y aller à 100%. Ça, pour moi, ça a toujours été associé à... Moi, j'ai toujours été une personne qui était dans la retenue, tu sais. OK. Fait que c'était comme l'inverse de moi, mais en même temps, clairement, c'était quelque chose que j'enviais, tu sais. J'enviais ça. J'avais envie d'être comme eux, d'aller sur scène. Mais je sais pas, moi, j'écoutais des épisodes de Ramdam, là. Puis je me cachais les yeux, là. Je voulais rentrer dans le plancher. Là, je suis comme, mon Dieu, c'est dommage gênant. Oui, c'est vraiment bizarre. J'étais vraiment brisé là-dessus. Mais bref, quand j'ai vu les humoristes qui écrivaient des textes sur mon blog, puis que leur style d'humour sur scène
c'était plus proche de ce que moi je faisais aussi sur le blog. Tu sais, c'était un humour, on dirait, plus alternatif, nouveau genre, plus sarcastique, plus pince sans rire que ce que j'avais en tête, qui était l'humour québécois, tu sais. Fait que là, moi, je me suis dit, crime, je pourrais peut-être essayer de, tu sais, apporter un de mes textes sur scène. Mais finalement, c'était pas si simple que ça, là. C'est quand même difficile. Mais là, mettons, t'écris là-dessus sur le blog, des jokes, des affaires. Puis, t'es-tu posé la question, crime, j'ai-tu le goût de comme m'orienter peut-être comme auteur à l'école de l'humour ou vraiment c'était comme indéniable dans ta tête? Crime, si je décide de comme exploiter mes textes autrement, je veux vraiment que ça soit sous forme de stand-up sur scène, mettons, puis je veux les livrer moi-même au public, genre? C'est un commentaire que je me faisais dire souvent dans ce temps-là, comme « tu devrais peut-être être auteur, tu sais, peut-être ça te représenterait plus. » Mais dans ma tête, même si tous les signes me dirigeaient, toute ma personnalité, ça me dirigeait vers être un auteur, on dirait que c'était clair dans ma tête que non, je voulais être sur scène, je voulais être humoriste, parce que c'était une période aussi où je me questionnais sur, tu sais, j'avais une job que j'aimais pas, puis je me disais, vraiment une période, tu sais, la naïveté de la jeunesse, de comme, on a juste une vie à vivre, je veux être comédien. J'ai toujours été attiré par ça, tu sais, la télé, le spotlight, là, fait que c'était dans une période un peu comme ça, fait que je m'étais dit, non, c'est clair que je vais aller sur scène, puis même si je parle pas fort, ils me donnent un micro, puis ça va tout régler les problèmes, puis les gens vont pouvoir écouter mon texte, puis je vais pouvoir être pince sans rire, ça va bien marcher. Fait que c'est un peu avec cette... j'avais cette innocence-là de me pointer sur scène, puis je l'ai essayé la première fois en 2015, puis ça a bien marché, tu sais. C'est vrai? Ça a quand même bien fonctionné. Tu te rappelles-tu de ta première soirée que comme t'as fait ton texte? Ouais, j'avais fait des cours du soir à l'école de l'humour où je pense que c'était en 2014 que j'avais fait ma première audition pour rentrer à l'école de l'humour full kit, là. 2014, tu dis? Ouais, 2014. Puis j'étais vraiment poche, là. Genre mes jambes shakaient, puis c'était la première fois que je présentais un texte d'humour devant du monde. Puis il y avait juste 3 juges, puis j'étais pétrifié, là. Fait que j'avais pas été pris. Mais après ça, j'avais fait les cours du soir où je pouvais, comme on avait un cours où est-ce qu'on pouvait écrire des numéros puis les présenter devant le groupe. Puis tu sais, je voyais que ça se tenait, là, que j'avais quand même un talent, que je me démarquais. Fait que après ça, c'est en 2015 que j'ai fait mon premier numéro dans un bar. C'était au bar, ça existe plus, je pense que c'est le bar Populaire sur Saint-Laurent à Montréal. Puis c'était une soirée toute simple où il y avait des gens, des open micers, des humoristes qui présentaient des numéros là. Je pense que c'était François Tousignan qui animait la soirée, je me rappelle pas trop. Mais bref, j'avais présenté un 8 minutes, puis tu sais, ça devait pas être un tabac extraordinaire, mais je pense que ça avait bien été en général. Je faisais beaucoup de l'anti-humour au début. Je me rappelle que j'avais plusieurs petites jokes toutes différentes, toutes absurdes, puis il y en a qui donnaient un résultat ordinaire, puis d'autres qui marchaient bien. Mais je pense j'étais sorti de là confiant en me disant je vais vraiment poursuivre là-dedans. Je pense que c'est l'avenue pour moi pour me sortir de ma job que j'aimais pas, là, tu sais. Ouais. Fait que là, après ça, t'as réauditionné à l'école de l'humour, puis t'es-tu rentré là ou t'as refait un... Non, ça m'a pris 3 fois. OK. J'ai fait 3 auditions. Fait que en 2015, ça n'a pas marché non plus. Mais en 2015, là, j'avais présenté une audition, là, c'était n'importe quoi. J'avais fait un personnage avec une boîte de beignes. J'avais apporté une boîte de beignes. Puis là, tout le monde me disait que c'était comme le numéro à Lise Dion, là. Ouais, c'est ça. Dunkin' Donuts. Oui. Mais puis en plus, cette année-là, j'avais le pied cassé, là, fait que j'étais en béquille, là. Ah, c'était un fiasco. Rien pour aider. Non. Moi, je me suis dit, ils vont avoir pitié de moi, là, ils vont me prendre, c'est sûr, mais non, ils m'ont pas pris. Mais l'année d'après, je suis revenu plus confiant avec un numéro qui me ressemblait un peu plus, puis là, ça a été la bonne fois. Ah, c'est le fun. Moi aussi, j'ai auditionné à l'école de l'humour il y a genre 2-3 ans. Ah, tu l'as essayé une fois?
Ouais, une fois. Puis moi, j'étais pleine de confiance. Je n'étais pas stressée pendant tout. J'avais écrit mon numéro. Puis il y a une de mes bonnes amies, Mégane Brouillard, je sais pas si tu la connais. Ah oui. Elle avait comme rechecké un peu mon texte, fait ça. Mais tu sais, elle a commencé à l'école de l'humour. Là, fait que tu sais, quoique, je veux dire, ça l'enlève rien. Mais tout ça pour dire que j'étais arrivée là pleine de confiance. Puis tu sais, moi, ça a super bien été, là, les jeux. Je riais, là, ça se pouvait plus. J'étais comme, yeah! J'étais fière de moi. Mais finalement, j'ai pas été rappelée. Mais, tu sais, moi, j'ai pas... je suis bien du genre à comme aimer porter tous les chapeaux en même temps, là, puis comme, let's go, un prochain défi. Fait que j'avais juste le goût de le faire. Puis je me disais, si je t'ai accepté, c'est que it's meant to be, genre, puis sinon, je fais autre chose, puis c'est tout, là. Fait que... OK. Mais tu sais, là, je le referais pas, là. OK, tu l'essayes une fois, puis tu voulais juste savoir si c'était ta voix ou non. Ouais, parce que je pense que moi, mettons, j'aurais pas la force de faire ça comme métier. Pas la force, mais tu sais, comme mon chum, il est musicien professionnel, fait qu'on s'entend que les horaires de travail, ça ressemble un peu à ça, là. Tu sais, t'arrives, t'as ton sound check ou ton line check, puis après ça, t'attends là-bas, puis tu passes la journée là, puis le soir, tu fais ton show, puis tu remontes après. Mais mettons ça, moi, j'aurais de la misère avec ça, là, tu sais, de bouger, me promener à travers le Québec, puis comme dormir ailleurs, puis fait que c'est surtout ça, mais j'adore l'humour, là. Tu sais, moi, justement, quand j'étais jeune, j'écoutais les galas, tu sais, j'ai toujours là, été bien fan, puis je me tiens bien au courant, mon chum aussi, fait que on préfère la consommer. C'est cool, mais ça aurait pu marcher. Moi, je pense qu'il y a des gens un peu de toutes les sortes puis de toutes les trajectoires là, à l'école de l'humour. Là, nous autres, dans notre cohorte, on est quelques-uns qui font encore ça, mais il y en a qui se sont redirigés dans plein d'autres choses aussi. Oui, c'est ça, c'est sûr. Puis c'est qui, mettons, dans ta cohorte? Marilyn était avec toi? Oui, dans ma cohorte, Marilyn, il y a Charles-Olivier Saint-Cyr, Véronique Isabelle Filion, il y a Vincent Morin aussi qu'on voit de temps en temps, mais il y a plusieurs personnes, c'est ça, comme je te dis, qui ont juste arrêté de faire de l'humour ou il y en a qui se sont redirigés vers l'arrière-scène, un petit peu la production. Okay. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Puis, ouais, parce que toi, faut dire, là, tu as gradué en 2018 à l'École de l'humour. Ouais. Mais tu en fais techniquement depuis 2014. Fait que ça fait quand même. 2014, je faisais pas grand-chose. Là. J'avais juste fait mon audition, là, je pense. Mais 2015, j'avais commencé à faire plus des shows. C'est ça, une petite année et demie à faire des shows par-ci par-là avant de rentrer à l'école. OK, cool. Puis là, tu viens de sortir, dans le fond, ton spectacle. C'est-tu un one-man show? Parle-moi de ça, le processus de création. C'est-tu comme t'as rapatrié, mettons, des 5, 10, 15 minutes ou vraiment c'est un texte que t'as pondu de A à Z? J'en ai donc d'être ça. C'est sûr que moi aussi, je trouve tout le temps ça mêlant. Là. C'est pas un one-man show. C'est pas une tournée produite que je vais traîner à travers le Québec. Ouais. Là. C'est comme un peu la période... tu sais, souvent, il y a des humoristes qui sont en rodage. Ouais. Ils sont en rodage de leur premier one-man show. Moi, je dirais que je me situe, tu sais, l'étape avant ça. L'étape avant le rodage où je présente mon heure, mon 60 minutes de spectacle, que c'est un peu un best-of de ce que j'ai à présenter en ce moment. Puis, je l'ai commencé, c'est quand... Là, il y a toute la pandémie à travers ça aussi là, qui rend la patente encore plus bizarre et pas claire. Là. Mais les premières représentations, c'était au mois de novembre 2021. Puis là, il y en a plein de dates qui ont été reportées. Mais bref, j'ai fait un petit peu des représentations à Québec, Montréal. J'en ai une à Longueuil qui s'en vient. Okay. Fait que c'est ça. Ce que les gens peuvent s'attendre, c'est un genre de best-of de ce que j'ai à présenter. Puis je l'ai enveloppé dans un concept de doudoune. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'adore le visuel. Là. Moi, ça me motive beaucoup, là, créer un visuel. Fait que j'ai eu l'idée dans ma tête. Puis là, j'ai été magasiner ma couverture blanche que je pourrais mettre. Puis là, je voyais comme, je parlais avec un photographe. Là, je disais comme, je voudrais comme trois têtes qui sortent à travers la couverte. Puis là, il comprenait pas. Puis là, j'y ai expliqué. Puis là, finalement, il aimait ça. Mais en tout cas, j'ai adoré créer ce visuel-là. Fait que
je me suis dit, tu sais, c'est n'importe quoi pour attirer l'attention, mais en même temps, ça me représente, puis c'est des thématiques qui reviennent un peu à travers le spectacle, tu sais, que je suis très casanier, je suis un petit chat de maison, tu sais, puis j'aime ça mes petites affaires, puis j'aime ça être dans mon lit, dans ma couverte, puis j'apporte ma couverte aussi sur scène, fait que c'est une petite carte de visite, en fait, ce spectacle-là, pour annoncer, montrer ce qui peut s'en venir pour moi sur scène. OK. Puis avec ça, mettons, tu veux-tu comme justement en découler éventuellement un premier one-man show officiel? Parce que là, dans le fond, c'est un spectacle, mais tu dis c'est pas nécessairement... Mais tu sais, c'est quoi vraiment un one-man show? C'est un show qui est produit, dans le fond? Mais moi, c'est ça. C'est comme ça que je fais la différence. C'est qu'il y a une boîte de production de spectacle qui prend en charge justement la production de ton spectacle. Puis c'est une vraie tournée avec plein de dates annoncées à travers la province. Alors que moi, c'est une autoproduction, c'est moi qui le fais. Tu sais, c'est moi puis mon gérant qui appelle dans les salles pour les louer. Puis on se produit là. Puis j'ajoute des dates de temps en temps un petit peu partout, là. OK. Puis comment tu trouves ça à date? La réponse est-tu bonne? Vraiment. D'ailleurs, je l'ai faite récemment au Lion d'Or à Montréal, qui était ma plus grosse salle à date. Ouais. Puis c'était incroyable. Les gens étaient défoncés, là, je dois dire. Oui, les gens étaient crinqués, là. Ouais, ça c'était vraiment un beau trip que j'avais pas souvent vécu, mais j'étais vraiment content. Puis il y avait même des gens qui avaient apporté mon livre, justement, ils voulaient que je le signe. Après, là, je me suis sentie comme une vraie star. Ah, nice! Je pensais que tu allais dire, il y a des gens qui ont apporté leur couverture de lit, leur drap contour. Non, mais ça, c'est vrai, j'ai comme oublié, mais je voulais inciter les gens à le faire, à apporter leur couverture. J'ai mon spectacle à Québec, au Petit Champlain, la semaine prochaine. Je pense que je vais dire aux gens d'apporter leur couverture. Ben oui, tellement. J'adore les concepts. Puis là, bien évidemment, tu as mentionné ton livre, fait que ça, je veux qu'on en parle. D'ailleurs, je veux vraiment l'acheter. J'ai pas remis le pied dans une librairie, mais sûrement que ça jette en ligne, en fait, là. Oui, il est disponible vraiment partout là, en ligne, puis dans presque toutes les librairies, là, toutes les grandes librairies et les librairies indépendantes aussi. Ouais. C'est le fun. Hey, mais ça a l'air d'être quand même... T'as l'air de connaître un succès avec ton livre, là, de ce que j'ai vu. Ben oui. Oui, honnêtement, c'est quelle surprise. Ouais. Non, mais je savais pas à quoi m'attendre. Tu sais, moi, je m'engageais là-dedans encore une fois comme un petit chien insouciant là, tu sais. Puis, tu sais, c'est sûr, je m'étais fait des petites attentes, mais finalement, c'est au-delà de mes attentes, l'intérêt des gens. Puis, tu sais, il s'est même retrouvé dans les palmarès renombrés, puis les libraires, puis pendant plusieurs semaines, puis envoyé donc, puis il y a plein de monde qui me tague sur les réseaux sociaux, puis ça a l'air de... Dans le monde que je suis, genre, je vois plein de monde qui partage ton livre. Je suis comme, my God, j'ai tellement hâte de le lire quand je vais avoir une seconde pour moi, là, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas possible. Mais on a-tu mentionné le titre? C'est Lamentable? Ouais, Lamentable. C'est une biographie qui ne se veut pas une biographie, dans le fond. Veux-tu nous en parler un peu? Ben moi, je dis que c'est une autofiction. OK. C'est un terme qui existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est dans le fond, c'est inspiré de faits réels, mais c'est romancé par endroits. Tu sais, comme à un moment donné, je parle de mon initiation à l'université, mais j'ai pas été à mon initiation. OK. Fait qu'il y a des passages qui sont romancés, mais l'essentiel est vrai. Tu sais, c'est dans le fond, c'est l'année 2006-2007 de ma vie quand j'ai quitté la Gaspésie pour aller m'installer à Québec puis aller à l'université. Ouais. Puis c'est comme un livre sur... j'étais comme à l'apogée de mon refoulement à cette époque-là. Tu sais, moi, j'étais encore très ferme sur le fait que genre, je vais être hétéro. Là. C'est vrai? T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, j'avais 19 ans, tu sais, j'étais encore toute jeune. Puis j'étais encore... tu sais, je combattais beaucoup l'homophobie qui m'entourait, mais surtout celle qui m'habitait à l'intérieur de moi. Tu sais, c'était ça la plus grosse homophobie à laquelle il fallait que je fasse face. Là. C'était la mienne. Sentais-tu autour de toi cette homophobie-là? C'est quoi qui te freinait? Sûrement que tu as des expériences qui ont été négatives, ou c'est-tu parce qu'autour de toi, ta famille, tes amis, c'était quelque chose de très... Ben, c'est que
il n'y a pas d'expérience précise, mais c'était toujours senti, tu sais, en grandissant dans les années 90, dans un petit village de 4000 personnes en Gaspésie, tu sais, j'avais aucun modèle de personnes homosexuelles, puis que c'était positif, tu sais, c'était tout le temps fif, tapette, tu sais, c'était des mots courants qu'on utilisait, puis c'était négatif. Fait que j'ai comme pas eu de modèle de couple gay aussi. Tu sais, moi, c'est tout récent dans ma vie que j'en vis des couples gays. Avant, tu sais, même après mon coming out, j'avais de la difficulté à vouloir être dans un couple homosexuel. On dirait que c'était encore négatif. Pour moi, c'était pas cool, tu sais. On dirait que toute ma vie a été bâtie sur le fait qu'un couple hétérosexuel, c'est ça qui est nice, puis qui est le fun, puis qui est confortable, tu sais. Fait que fait que le livre raconte un peu ça, tu sais, c'est une petite fenêtre, une petite tranche de vie qui montre l'apogée de ce feeling-là qui m'habitait. Puis tu sais, j'aimais pas aussi, j'étais pas bien dans mon corps, tu sais, je raconte un petit peu un début de troubles alimentaires, fait que c'était vraiment une période un peu torturé, mais tu sais, en même temps, je le raconte avec beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Moi, je fonctionne beaucoup par autodérision. Fait que je voulais aussi faire rire le lecteur en même temps de lui exposer une facette de l'homosexualité que j'avais pas retrouvée nécessairement dans d'autres livres que j'avais lus, tu sais. Fait que voilà. Cool. J'aime vraiment ça. Mais j'ai l'impression, tu sais, je t'entends parler, puis il y a quelque chose, tu sais, pas... je veux pas mal le prononcer ou l'expliquer, mais tu sais, tout ce qui englobe ta jeunesse, un mal-être, un petit, tu sais, les jugements, beaucoup, tu sais, toi-même qui jugeais, tu sais, tantôt on parlait, tu sais, les humoristes à la télé, les comédiens, c'était des gens marginaux, des ci, ça, puis t'avais donc la peur du jugement. Puis est-ce que tu te sens libéré de ça aujourd'hui, tu sais, puis d'ailleurs avec ton podcast, tu sais, tout le monde, ça y est, vous abordez les complexes et tout ça. Tu penses-tu que c'est trop... Tu sais, t'es-tu encore un peu là-dedans ou... On dirait que là, je me sens... Non, mais c'est full intéressant. Non, c'est full intéressant ce que tu dis. Mais moi, je me sens, je dirais, grandement libéré de tout ça. Ouais. Le chemin n'est pas encore complété. C'est sûr que je m'accepte pas à 100%, mais déjà énormément plus, là. Parce que c'est ça, comme tu le dis, quand j'étais jeune, on dirait que toute forme d'émancipation, j'aimais pas ça, tu sais. Puis c'était pas nécessairement de quoi qui était valorisé dans mon groupe d'amis ou dans ma famille non plus, tu sais, on dirait que c'était pas que c'était pas valorisé, mais c'était pas, on dirait que j'étais très renfermé. Clairement que moi je ressentais le besoin de m'émanciper. Mais je voyais pas où était l'espace pour le faire, tu sais, c'était comme pas possible, fait que j'avais complètement fermé ça dans ma vie. Puis c'est clairement en vieillissant, en fait, il y a eu une écœurantite, là, je dirais, OK, je suis plus capable, là, tu sais, de porter ça sur mes épaules, je suis tanné, là, je suis gay, là. Je suis tanné ici. Fait que c'est un peu ça le processus. J'ai vraiment gardé ça à l'intérieur de moi jusqu'à temps que je sois plus capable de le garder puis être vraiment fatigué d'avoir ce poids-là sur mes épaules. Tu sais. Puis c'est un peu ça la démarche du podcast, comme tu dis, la démarche du livre. C'est vraiment le processus de se libérer de nos complexes, des choses qu'on garde à l'intérieur puis qui font tellement du bien quand on les partage. Là, tu sais. Puis est-ce que justement, avec le podcast, tu as appris à te détacher un petit peu de tous ces complexes-là ou au contraire, d'entendre les complexes de tout le monde, tu dis à quel point c'est un fléau, que tout le monde, genre, essaie de composer au quotidien avec tant de complexes, puis ça t'en a-tu comme créé de nouveaux ou au contraire, comme tu réussis à te détacher beaucoup plus? Tu sais, tu as répondu un peu à ça, mais... Non, mais il n'y a jamais... Non, je me suis jamais créé de complexe avec le podcast, ça c'est certain. Non. Puis j'y réfléchis souvent à ça, mais je trouve que c'est comme je le perçois un peu comme une petite thérapie, le podcast. Tu sais, ça nous aide à se sentir mieux cette journée-là. Ouais, je comprends. Mais ça va pas comme guérir le bobo à jamais, tu sais, mais c'est comme une petite pilule cette journée-là que ça soulage, ça fait du bien.
Mais sinon, en parallèle, je chemine aussi en tant que personne. Puis, tu sais, longtemps, j'ai été la personne qui était vraiment pas à l'aise en maillot de bain. Je ne suis encore pas à l'aise en maillot de bain. Mais au moins, je sais qu'avec le podcast, les gens de mon entourage sont un peu plus au courant de tout ça. Puis, tu sais, on a fait des photos, moi puis Marilyn, pour la promotion du podcast, qui sont des photos de nous torse nu, tu sais. Ouais. Fait que je sais que ces photos-là sont disponibles puis que les gens ont vu. Fait que, bon, quand il vient le temps d'enlever mon chandail à la piscine, ben au moins, je peux me dire ça. Fait que, tu sais, c'est tout des petits éléments qui s'ajoutent, qui font en sorte que, au final, oui, je me sens moins complexé de jour en jour, là, tu sais. Ouais, OK. Puis, tu sais, tantôt, on parlait un petit peu du fait que tu t'es grandi en Gaspésie puis tout ça, puis tu sais, c'est un petit village puis tout ça, puis toi, qu'est-ce qui passionnait le jeune Sam à l'époque? Est-ce que t'étais plus les sports, t'étais plus quand même les arts, mais avec du jugement, ou genre, c'était quoi que tu faisais? Tu sais, qu'est-ce qui t'animait, qui t'alimentait? J'adore cette question-là. Je faisais pas grand-chose. J'étais pas sport. J'haïssais ça, les sports. À un moment donné, on m'avait inscrit à la balle molle, au baseball. OK. Ça, j'haïssais ça. Là. J'y allais en rampant. Là. J'y allais la tête basse. Là. J'haïssais vraiment ça. Mais j'aimais beaucoup mes amis. J'aimais ça faire des activités avec mes amis. Moi, j'étais la personne que, tu sais, quand j'avais 12 ans, là, j'étais chez nous, puis c'était vendredi soir, puis j'attendais l'appel de mes amis, puis c'était pas moi qui allais les appeler, mais j'espérais vraiment qu'ils m'appellent. Puis là, quand sonnait le coup de genre 8 heures, je me disais, bon, mais ça sera pas un soir. Oh, petit bout, il attend toute la soirée. Ouais, mais sinon, tu sais, j'étais très solitaire, j'étais beaucoup télé, jeux vidéo, musique aussi. J'aimais beaucoup écouter de la musique. Tu sais, j'étais dans mon petit cocon. J'étais très finger skate. Non, j'étais quand même un nerd. Là. Okay. Ouais. J'étais dans ma bulle. Là. Je me faisais beaucoup d'histoires dans ma tête. Puis là, parlant de passion, tu as une passion qui n'est pas inconnue de tous, que tu parles souvent, soit l'Halloween. Oh mon Dieu, quel bonheur qu'on en parle! Sérieux, t'es pas tanné d'en parler? Pas du tout. Ah, t'as un animal, t'as un chat qui vient de sauter en arrière là. Un petit Yeti en arrière. Ah, il a l'air trop cute. Mais oui, je pense à l'Halloween à tous les jours. Là. Attends, là, je veux savoir, ça part d'où? C'est-tu parce que quand t'étais jeune, t'avais des souvenirs de jeunesse, d'Halloween incroyables, ou c'est-tu une passion des films d'horreur? Où est né cet amour-là pour l'Halloween? Les costumes d'Halloween? Ben, je me questionne encore, moi aussi, sur d'où ça part. Mais je pense que, clairement, je suis une personne qui est très nostalgique. La nostalgie, c'est vraiment important pour moi. Puis je pense que, justement, j'ai des souvenirs de l'Halloween. Puis je suis une personne très solitaire. Puis j'ai l'impression que l'Halloween, c'est une fête qui peut se célébrer beaucoup en solitaire versus Noël. Tu sais, on dirait que l'Halloween, c'est très, justement, comme tu dis, film d'horreur, cocon, tu sais, t'es à la maison, tu manges des bonbons. C'est une fête. Puis j'aime beaucoup. L'automne, c'est ma saison préférée. Peut-être parce que je suis né en septembre, tu sais, mais... OK, ouais, fait que t'associes ça à quelque chose de le fun aussi. Ouais, peut-être, là, tu sais, puis moi, il n'y a rien qui me fait plus triper qu'un soir d'automne, là, tu sais, qui fait genre 10 degrés, puis là, il y a du vent, puis il y a des feuilles mortes qui revolent, puis là, moi, je suis dans mon salon, puis je vais me mettre un film d'horreur avec des petits... Je m'achète chez IGA des petits gâteaux d'Halloween, tu sais, là, vraiment, brownie là, avec genre des petites pépites oranges dessus. Puis... Oui, mais c'est ça aussi, ça me fait capoter. Là, j'adore tous les produits d'épicerie, édition limitée d'Halloween, là, genre des boîtes de céréales, des Fruit Loops d'Halloween, là, je capote. Là. Oh ouais, là. C'est tous des souvenirs de sûrement quand j'allais à l'épicerie avec mes parents. Moi, j'allais souvent à l'épicerie avec mes parents quand j'étais jeune parce que je voulais m'assurer qu'ils achètent les bonnes boîtes de biscuits, les bonnes boîtes de céréales, surtout quand il y avait des surprises dedans, des stickers, des affaires, des collants. Des... Dans le temps, là, les CD, je sais pas si toi, tu étais comme de la même époque que moi, mais
les CD, là, Roller Coaster, c'était qui est Marine Malice, Pyjama Sam. Ça, c'était les meilleurs jeux, là. Ouais, les CD-ROM qu'il y avait là-dedans. Tu sais, un parent, là, des fois, ça pense pas à ça, là. S'il y a le choix entre une boîte normale ou une boîte qui a un jeu dedans, ils peuvent bien prendre la boîte normale. C'est en spécial, hein? Fait que tout ça, on dirait que c'est dans mon petit bassin qui bouillonne en moi, qui me fait toujours penser à l'Halloween, là, comme un endroit réconfortant. Ouais, ben moi aussi de plus en plus, genre tout le vibe autour, je trouve ça tellement le fun. Puis tu sais, tantôt on a abordé les films d'horreur. T'aimes ça les films d'horreur? Ah oui, j'adore. Ah moi aussi. Moi aussi, puis on dirait il y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Ben, on dirait que oui, ben, en effet, c'est comme pas mainstream. Non, mais pourquoi? C'est comme, je sais pas, ça a été associé à, on dirait, c'est une sous-culture. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est méchant, c'est violent, c'est des émotions négatives, c'est relié à des émotions négatives. Mais c'est de l'adrénaline, tu sais, moi, c'est comme ça que je vois ça, là. Moi, j'aime tellement les films d'horreur, là, comme mon chum puis moi, on en écoute un par soir, s'il y a de quoi, là, genre, on aime tellement ça. Moi te rappelles-tu, c'est vrai? Seul, genre? Ouais, souvent, là, plusieurs fois par semaine, là. T'as-tu peur, genre? C'est rare que j'ai peur, mais quand j'en pogne un que j'ai peur, là, j'adore ça parce que moi aussi, je recherche des émotions, là, en regardant un film. On dirait que je veux être traumatisé, ou je veux brailler, ou je veux rire fort. C'est un de ces trois-là, tu sais. Je suis pareil comme toi. Puis, mettons, tu te rappelles-tu le premier film d'horreur? Soit le premier film d'horreur que tu as vu, ou genre le premier qui t'a vraiment fait peur, là, qui t'a marqué là, quand tu étais jeune? Mais quand j'étais jeune, je pense que le premier que j'ai vu, le premier que j'ai un souvenir qui m'avait marqué, c'était Frisson. C'était Scream. Ah ouais, hein? C'était chez ma cousine, qui était un peu plus vieille, puis elle avait loué ça la veille avec ses amis. Fait qu'elle avait mis le VHS dans la télé, puis ça m'avait vraiment marqué comment c'était. À mes yeux, c'était terrifiant, là. C'était vraiment épeurant. Mais quand je le réécoute aujourd'hui, c'est quand même drôle. Ouais, c'est ça. C'est assez léger, là, tu sais. Ouais. Mais, fait que ça, c'est le premier. Puis sinon, quelques années plus tard, il y avait le projet Blair aussi qui m'avait vraiment marqué. C'était un événement social. Tu sais, on pensait encore que c'était vrai, là, que c'était un vrai, des vrais gens qui étaient morts mystérieusement dans la forêt, là. Ben, un peu comme Paranormal Activity, tu sais, le premier. Ça m'avait terrorisé, là. J'y croyais, là. J'en ai le plus profond de mon être. Moi aussi. Ça m'avait vraiment fait peur, ces films-là. Le 1, le 2, même le 3, qui je crois qu'il est vraiment moins bien coté, puis je l'ai jamais réécouté, mais moi, je me rappelle, je l'avais été le voir au cinéma avec ma soeur, puis je me rappelle qu'il y avait une scène avec il y avait comme un culte ou une secte de sorcières. Oui. Puis à un moment donné, le gars, il arrive dans une pièce, puis là, toutes les... C'est lui qui sont comme un peu au Mexique en même temps? Peut-être. Mais non, tu sais, c'est comme des Espagnols. Genre, puis là, il parle espagnol, puis tu sais, c'est sous-titré. Puis là, à la fin, le gars, genre, il s'enfuit ou je sais pas trop, puis là, il arrive dans la maison, un style du 1, puis là, il passe par des portes, puis justement, il n'y a pas ça, là, la secte de sorcières. Mais les sorcières reviennent beaucoup, là, mais... ça se pourrait. Ou c'est peut-être le 4 ou le 5, là, tu sais, on en fait vraiment beaucoup. Ouais. Mais t'as-tu vu le dernier qui vient de sortir? Oui, que c'est comme des Amish, ouais. Oui, c'est vraiment pas aussi bon que les premiers. Ouais, non, mais on est vraiment ailleurs. Mais la fin, en tout cas, je veux pas trop spoiler, là, mais c'est sûr que, on est ailleurs, mais il y a rien d'aussi bon que le 1, là, moi, je trouve. Là, le 1 était juste incroyable. Ouais, ben moi, j'aime ça quand il respecte vraiment les codes du found footage, tu sais. Dans le dernier, justement, que tu mentionnes, souvent, il y a des scènes qui se peuvent pas vraiment. Là. Tu te dis, c'est impossible que la personne serait en train de filmer là, en ce moment. Ouais, mais le 1, je trouve qu'ils l'ont bien réussi. Ouais, vraiment. Ouais, puis le 2, je viens d'avoir un flash, c'est chez sa sœur, chez la sœur de Cathy. Ça se passe dans sa petite famille. Tu sais, les casseroles qui revolent dans la cuisine, genre, celui-là était vraiment excellent aussi, me semble. Puis le démon avait voyagé, avait voyagé dans elle, c'est ça? C'est ça, exact.
Ouais. Ah, my God. Mais moi, je viens de me rappeler qu'une des choses qui me terrorise le plus au monde, je sais pas si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais à un moment donné, il y a une des filles qui marche dans le corridor la nuit, puis elle fonce dans une entité invisible. Ah oui, oui, oui. Ben moi, c'est ça, je pense à ça tous les soirs la nuit, quand je me réveille pour aller à la salle de bain, j'y pense chaque fois. Tu penses que tu vas foncer dans une entité, genre? Ben, c'est la chose la plus terrorisante qui pourrait m'arriver, je pense. Plus que, mettons, te faire tirer par les pieds puis genre te faire slider d'une pièce à l'autre. Ça aussi, je pense. Les pieds, là, ouais, c'est les deux choses auxquelles je pense reliées à ces films-là. Là. Puis, tu sais, pendant qu'on est dans le sujet, là, moi, je pensais pas qu'on allait parler de ça, mais tu crois-tu aux esprits, genre aux fantômes, aux esprits maléfiques, aux démons? Entités qui viennent posséder des corps humains? Pas tant. J'ai jamais eu de preuves de ça. J'ai des amis qu'il leur arrive tout le temps des affaires un peu... Ils arrivait quelque chose. Hein? Ouais, abracadabrantes et mystérieuses. Moi, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé encore. Fait que je pense pas que j'y crois vraiment. Mais en même temps, quelqu'un me raconte une histoire, je le crois. Ouais. Fait que je le remets pas en question, mais clairement, la porte est pas ouverte dans ma vie pour que ça m'arrive. Et j'en suis vraiment content. Quoique l'autre fois, cette semaine, moi, j'ai plein de décorations d'Halloween. Ouais. Puis là, ils sont toutes rangées dans les placards qu'il y a dans ma cuisine au-dessus du four. OK. Puis tu sais, genre un chat, un squelette de chat, là. Ouais. Puis qu'il y a comme un petit piton pour activer dessus, puis que ça fait Wow! Ah, il est parti tout seul. Ouais, il est parti tout seul, là, vraiment sorti de nulle part l'autre fois. Fait que c'est peut-être un esprit. Mais c'est la seule chose qui m'est arrivée qui serait reliée à ça de près ou de loin. Toi? Ben moi, j'ai jamais vécu d'expérience, mais ma mère, elle a vécu des affaires, mais tu sais, ça va loin, mais genre, mettons, elle, c'était chez une amie d'enfance, là, il se passait toutes sortes d'affaires, genre, c'était vraiment, il se passait tout le temps de quoi. Genre, mettons, il entendait dribbler, genre, un ballon dans le grenier. Puis là, il allait dans le grenier, il n'y avait rien, mettons, à part le ballon en question. Ou mettons, une fois, genre, elle dormait chez son amie, puis les deux dormaient, puis sa meilleure amie, sa robe, sa jaquette a juste pris en feu, genre. Ben là... Dans son lit. Impossible. Je te le jure. L'autocombustion de la jaquette. Je sais pas, mais il se passait tout le temps des affaires redneck, genre, dans cette maison-là, puis ma mère, tu sais, elle croit vraiment à ça depuis tout ce qu'elle a vécu. Fait qu'on dirait que j'y crois, mais moi aussi, j'ai jamais vécu de situation comme à moi, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui y croit, genre. Mais moi aussi, on dirait. Mais je voudrais pas que ça m'arrive. Puis souvent, les gens... Ouais. Souvent, les gens qui... T'as-tu ça, mettons? Ouais, j'aurais vraiment peur, là. Je serais pas bien. Là. Non. Okay. Mais souvent, les gens qui leur arrivent des histoires comme ça, quand je les entends en parler, ils disent souvent qu'ils communiquent, pas qu'ils communiquent, mais que quand il y a des journées que ça leur adonne vraiment pas, là, ils disent aux esprits comme ça, là, en ce moment, je suis fermé, là, je veux pas que vous venez me voir. Fait que moi, j'essaie de me dire ça dans ma tête là aussi pour pas que ça m'arrive. Ah ouais, hein? Mais c'est vrai qu'il y a du monde, on dirait mais il y en a aussi on dirait qu'ils n'ont pas cette part-là, sont comme let's go, moi j'irais dans des maisons hantées, genre je prends les devants, je m'adresse à eux, genre en toute confiance, je suis comme excuse-moi là, mais moi là, genre je sens un soufflement sur mon oreille et c'est sûr que je hurle, je pars en courant, genre moi j'ai peur des esprits. Et peut-être aussi parce que j'écoute full de films d'horreur, je sais pas. Ben, moi aussi, là, autant ça m'intéresse, autant je suis pas intéressé que ça m'arrive dans la vraie vie, là. Puis, mettons, tantôt, on parlait de films d'horreur. Y a-tu un film d'horreur que tu as vu récemment, que tu as aimé, genre vraiment? Genre vraiment, vraiment? Ouais. J'ai beaucoup aimé... c'est quoi le nom? Le dernier qui était au cinéma l'année passée de James Wan, Maléficent. Maléficent? Ah, je sais pas. C'était vraiment un peu fucked up, là. Tu sais, c'est comme... c'était mitigé. Il y avait beaucoup... Soit que tu aimes vraiment ça ou que tu détestes ça, ce film-là. Là. Mais pas un peu comme... Je sais plus c'est qui le réalisateur, mais tu sais, celui qui a fait Get Out? Tu sais, Nous, là, tu sais, le film Nous,
l'autre, là, qui sont comme dans une affaire de secte, là, genre Midsommar. Jordan Peele. Oui, c'est ça. Mettons, ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas. C'est-tu le même réalisateur, le film dont tu me parles? Ou? Non, ça, c'est pas le même réalisateur. James Wan, c'est lui qui a fait, mais il a fait les Décadences, les Conjuring, puis... attends, là, on dirait que je comprends pas de quel film tu me parles. Mais c'est Maléficent, c'est ça? Maleficent? Non, là, je me mélange peut-être avec le film avec Angelina Jolie, là, mais... Ouais, c'est ça. On va le googler rapidement. Angelina avec des cornes. Malignant. Ah, Malignant. Ouais. Ah, mais je l'ai vu sur Prime, je pense. Mais Prime, c'est le fun. Il y a gros des films d'horreur là-dessus. Ouais, moi, je suis abonné à tous les services là, pour pogner tous les films. OK, fait que c'est bon, ça, là. Ben, moi, j'avais vraiment trippé parce que c'était vraiment surprenant. Puis, il y a des moments un peu loufoques qu'on dirait que c'est mal joué ou c'est joué trop gros, mais en même temps, tu le sens que c'est un clin d'œil du réalisateur pour faire rire les spectateurs. Puis, la bébite qui tue est comme impossible, puis il y a beaucoup d'action, puis on dirait que ça revole. En tout cas, c'est mon expérience horreur au cinéma la plus marquante de la dernière année. Là. Ça, c'est sûr, j'avais beaucoup ri, puis c'était le fun. Là. J'avais adoré ça. C'est quoi t'aimes d'un film d'horreur? Un film qui fait le saut, un film qui... de massacre, tu sais, comme genre les vieux films d'horreur de tueurs en série, ou tu sais, des films avec vraiment une histoire qui build up puis qui est stressante, genre? Ben, mon film d'horreur parfait, moi, j'aime beaucoup les slashers. Fait que j'aime ça qu'il y ait un tueur. OK. Puis j'aime ça, comme je te dis, j'aime ça être quand même traumatisé. Ouais. Mais j'ai pas été traumatisé par beaucoup de films depuis genre Le Projet Blanc puis Activité paranormale. Ouais. Je me rappelle que j'avais beaucoup aimé le film, c'est un film français qui s'appelait Martyr. Oui! Ah, je me rappelle, c'est tellement bon ce film-là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de rebondissements que je me disais, ah, mon Dieu, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a Jean-Xavier Dolan au début d'une scène. Ouais, ben il y a beaucoup de Québécois dans ce film-là, en figuration aussi à la fin. Ouais. C'est pas vraiment un spoiler, mais dans genre la première scène, Xavier Dolan, il se fait tirer au 12, là. Fait que s'il y en a qui t'intéresse de voir ça. Il est dans la famille là, qui se fait tirer au début, me semble. Ouais. Mais ça, c'était comme vraiment surprenant, puis marquant, puis traumatisant un peu. Puis ouais, je l'ai juste vu une fois, puis on dirait que mon souvenir est vraiment... marquant. Fait que on dirait que je veux pas le revoir puis être déçu. Parce que je l'ai vu il y a quand même une dizaine d'années, certains. Et je me rappelle que, ouais. Moi, je l'ai revu récemment, peut-être dans les 3 dernières années. Je l'avais autant aimé. Mais le punch-out est juste incroyable. Je sais pas si tu te rappelles de la twist de la fin. Ben oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle que il y a comme des messieurs, là. Ouais, c'est ça. On est tellement pas clair, là. On veut pas spoiler, mais là, le monde va rien comprendre. J'ai tellement envie d'en parler, mais on peut pas. OK, non. Mais les gens, allez écouter ça, là, le martyr. Là, on a rentré le monde dans cette... Excuse-moi, là, j'espère que je t'emmerde pas. Là, je suis comme, on parle de films d'horreur, là, genre, enfin, moi, c'est un de mes sujets préférés. Là. C'est vrai? Oh, oui. J'adore ça. OK. Oui, j'aime tellement ça. Puis j'en avais parlé aussi à Sous-Écoute, au podcast à Mike Ward, puis... Maintenant, il y a tout le temps des gens qui m'écrivent, qui me font des suggestions de films d'horreur, des gens qui m'envoient des vidéos de leur décoration d'Halloween. Là, fait que non, j'adore. Là. Moi, je suis all-in avec ça. Là. T'as-tu vu le film Mother avec Jennifer Lawrence? Ouais. Moi, ça, j'avais aimé ça, ouais. Mais ça, c'est un film qui... Je sais pas si je pourrais dire que c'est bon, mais ça vient... Moi, en tout cas, je suis allée le voir au cinéma, là. Genre, les murs vibraient, là, puis c'est comme, ça te rentre dans un vibe tellement, genre, anxiogène, puis comme, tu sais, là, un film, tu sais, tantôt, on parlait d'un film qui nous donne des émotions, là, peu importe ce que c'est, mais ça en faisait partie, là, je me rappelle, mais je l'ai juste vu une fois, peut-être je le reverrai, puis je serais comme, ouais. Mais, tu sais, l'histoire se tient pas tant non plus, mais... je me rappelle, ça, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Mais t'aimes-tu ça, un film? On dirait, moi, c'est un film que je classerais dans la catégorie qui
qui me donne quasiment envie de vomir. Là, ouais, je comprends. Que je me sens tellement pas bien, puis c'est comme quasiment envie de vomir, mais j'haïs pas ça. Ouais, c'est ça, je pareil. Ouais. Moi, j'aime mieux ça qu'un film plate, là, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, mettons, moi, les films d'horreur, tu sais, tantôt, je te parlais, t'aimes ça, les films qui font le saut. Tu sais, les films qui font juste le saut, là, ça, je trouve ça désagréable. Tu sais que c'est tout le temps ça, là. Mettons, un silence, là, tu sais, ce que ça va te faire. Le saut, après, c'est juste ça, mettons. Puis c'est beaucoup un style de film d'horreur qu'on retrouve beaucoup dans les dernières années, là, avec les nouveautés qui sortent. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça aussi quand il y a comme une histoire plus qui se tient, puis tout ça. Tu sais, genre, le premier Conjuration, je l'avais vraiment adoré. Mais j'aime aussi beaucoup les thrillers. Tu sais, j'aime les films genre L'Homme Invisible. Je sais pas si tu l'as vu, L'Homme Invisible. Ça, j'avais aimé ça, genre un film. C'était vraiment bon. Ouais, c'était dans les meilleurs. C'était 2020, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi j'aime ça. Puis ça, tu vois, c'est un film que je classerais dans la catégorie, c'est horreur, mais je pourrais le suggérer à mes parents. Là, ouais, c'est ça, exact. Parce que c'est quand même, les codes du film sont assez mainstream, ça pourrait être, c'est un thriller, tu sais. Non. Oui, ça, j'aime beaucoup ça, mais les sauts, faire des sauts, on dirait que ça me dérange pas. C'est vrai? Moi, j'ai ça. Mais ça peut pas être la seule chose que le film a à offrir, là, tu sais. OK. Faut qu'il y ait autre chose. Ça peut pas... Ça peut pas être ça ton style de film. Tu nous fais faire des sauts, mais non, ça peut pas être juste ça. Là. Ouais, mais justement, faut qu'il y ait une histoire, là, tu sais. Ouais, non, je suis bien d'accord. Mm-hmm. Ah, c'est le fun. Fait qu'en tout cas, le monde est passionné de films d'horreur. Vous nous commenterez votre film d'horreur préféré. Ouais, on veut faire des découvertes. Moi, je me rappelle, le premier film que j'ai vu, c'était Evil Dead. Le vieux, le genre des années 90. Hey, ça m'avait traumatisé, mais tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je suis comme, wow. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux, c'était juste du maquillage, genre du griot, genre, tu sais, la tête qui écrasait, puis comme, il faisait comme des textures en tout cas. Des effets pratiques, là, qu'ils faisaient eux-mêmes. Mais je l'ai vu ça récemment, puis moi aussi, là, je dois dire que, moi, j'aimerais ça, j'aime ça les années 80, mais souvent, je trouve que leurs films... Je suis comme victime de mon époque, là, l'époque Netflix, puis on dirait que c'est comme le rythme est souvent un peu slow. Ouais. Puis je m'emmerde un petit peu. Mais récemment, j'ai écouté The Shining pour la première fois. Ah, mais là... Je trouve que c'en est un qui a bien vieilli. Là, oh mon Dieu, oui. Ouais, ça s'écoute encore super bien. Là. Et moi, je l'ai écouté, The Shining, je l'ai écouté tard aussi. Je pense que ça fait comme 2 ans. Puis j'étais là, voir que j'ai manqué ça tout ce temps. C'est vraiment un chef-d'œuvre, ce film-là. Ben oui. Tous les plans de caméra, puis le build-up, puis... non, j'ai aimé ça. Fait que là, Passion Halloween, là, t'as des décorations chez vous. Sont-ils toutes dans des armoires, vraiment, ou comme t'en as qui sont fringantes un peu partout? Avant, quand j'avais emménagé dans mon appart, j'en avais plus. On dirait j'en avais qui étaient quasiment permanentes. Là, tu sais, j'avais genre des banderoles dans mon salon. Puis je les enlevais pas parce que on dirait que ça faisait que le mur était vide. Puis moi, j'aime ça quand les murs sont vides, ça me donne l'impression que je déménage. Là. Puis tu sais, la veille de ton déménagement, comment c'est déprimant là, dormir dans ton appart. Là. Ouais. Mais fait que ça me ramène à ça. Fait que je laissais mes décorations d'Halloween un peu tout le temps, là, mais là, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de bon sens. Fait que je les ai enlevés, fait que j'en ai plus vraiment là, qui sont exposés de façon permanente. Fait que je les range, mais là, ici, sur mon bureau, j'ai ça. Oh, OK. Ça, c'est une fille qui m'a apporté ça à mon show à Lévis la semaine passée. C'est une petite poupée d'Halloween. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça, sur Etsy, là, j'imagine. Puis elle m'a juste écrit, elle m'a dit « Hey, j'en ai acheté une coupe, t'en veux-tu? » J'ai dit « Oui! » Oh mon Dieu, mais non! Ouais, elle m'a apporté ça, j'étais bien content. Puis, mais j'ai souvent des chandelles. Genre, j'aime ça, des chandelles automnales, un peu à l'année longue. Ouais, moi, je vais me gâter là, chez Bath & Body Works, là, puis j'achète des chandelles là, à l'odeur de cannelle citrouillée. Là. T'aimes-tu ça, les saveurs d'automne? Tu sais, justement, épices chai, clou de girofle, épices d'automne, citrouille. Ben, c'est pas mes saveurs préférées. Mais je t'avoue que je me force un peu à en consommer là, pour dire c'est l'automne, j'adore la tarte à la citrouille. Merci. Il y a personne qui aime ça, on va se le dire. Ben, tu peux, tu sais, moi j'aime ça, mais
Tu sais, je me régale pas, là. Tu sais, je serais pas comme, oh mon Dieu, j'ai si hâte à l'automne pour une délicieuse tarte à la citrouille. Non, c'est ça. Puis la tarte à la citrouille, c'est tellement pas... je pense que c'est plus c'est plus big aux États-Unis, mais au Québec, pas tant. Ouais, peut-être. Mais genre, il me semble, Mini Wheats, je pense qu'il avait fait des Mini Wheats à la citrouille épicée. Ouais. C'était quand même bon. Il avait bien réussi, mais c'était jamais meilleur que des vrais Mini Wheats classiques, là. Ouais. Mais non, j'aime tout ça, là. Tu sais, on dirait que ça me fait penser... je vois souvent... j'essaie d'aller chaque année au village hanté de Drummondville. Oui, c'est dans ma ville. Ben oui. Puis, ils vendent des beignes, là. Ouais. J'achète toujours leurs beignes, qui sont pas à la citrouille, je pense, par exemple. C'est peut-être Beignes patates, là. Beignes sirop d'érable. Je pense qu'ils font miel. Ils font... C'est ça, oui. Sirop d'érable sont vraiment bons, là. Ouais. Ouais. Mais non, moi, je suis sûr que tout ça, là, je suis à l'affût, là, de toutes les saveurs qui pop à l'automne. Je vais les remarquer, puis je vais faire toutes les épiceries pour les trouver, là. Puis tu dis que tu vas au village hanté, tu vas-tu à la ronde aussi? Tu fais-tu les deux? Oui, madame. Mais moi, je trouve la ronde, ça vaut la peine quand même. Les maisons hantées, même, tu sais, dans les rues, et moi, la première année, là, je m'attendais pas à ça, là, que le zombie, genre, me suive jusqu'à dehors, là. Hey, je pleurais, là, de peur, là. Puis c'est sûr qu'ils me spottaient toutes, là. Puis ça, c'est une règle que j'ai de la misère à comprendre, là. Tu sais, ils disent ça d'information, là, aux comédiens, qui font genre les maisons hantées sont comme tu spots la personne qui crie qui est le plus terrifiée, il faut que tu la terrifies encore plus que vraiment là elle soit traumatisée. Je suis comme à un moment donné, tu sais mais tu sais Tu l'as déjà fait la formation pour travailler là ou ben moi j'ai fait le village hanté une année puis j'aurais jamais pu faire l'endroit où j'étais on va essayer de formuler ça dans un bon français. Mais moi j'étais genre dans le sentier des clowns, fait que c'était comme en pleine forêt. Puis là, il fallait que tu fasses... si tu y vas chaque année, peut-être tu sais de quoi je parle. Ben, ça change un petit peu les attractions chaque année, mais je vois un peu ce que tu veux dire, le sentier, ouais. Et puis moi, là, je courais après le monde. Puis genre, le monde là, avait peur, ça avait pas de sens. Puis c'était comme exactement dans le temps que, tu sais, It venait de ressortir, genre au cinéma. Puis moi, j'aurais jamais pu faire ça. Là. Même maintenant, j'y retourne, puis genre, je suis comme le sentier des clowns. Aucune chance dans la forêt. Me faire courir après... Oublie ça. Mais c'est-tu là que tu as rencontré Mégane Brouillard? Oui, ben oui. Je sais qu'elle a déjà travaillé là aussi. Mais on s'est rencontrés au village en été, nous autres. Mais je pense qu'elle aussi a fait le village hanté, là, mais ouais, c'était l'été que vraiment on était comme dans le même team, là, dans l'animation de rue, puis on a travaillé ensemble une couple d'années. Mais vous êtes donc bien chanceux. Ça devait être quand même une job le fun. Moi, j'aurais aimé ça. Moi, j'ai appliqué pour travailler à la ronde une fois, puis ils m'ont pas appelé pantoute, là. Mais pour faire l'Halloween ou? Ouais, là, spécifiquement pour l'Halloween. Okay. Ouais, pour être un zombie. Professionnel, genre à ronde. Ben, il y a eu beaucoup d'humoristes qui ont eu les jobs là, mais aussi souvent des comédiens. Je pense que c'est préférable. Ouais, ils sont bons. Moi, je trouve que c'est vraiment un autre vibe, là. Mettons le village hanté, tu sais, c'est le fun, mais la ronde, là, tu sais, les maquillages sont next level, les maisons hantées, tout est vraiment plus haut de gamme. Moi, j'adore l'ambiance à la ronde. Moi, je suis obsédée par la ronde. C'est vrai? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est comme l'ambiance de l'esprit d'Expo 67. On dirait qu'il y a comme toujours un peu de vieux relents de nostalgie qui planent dans l'air à la ronde, là. Je sais pas pourquoi. Genre, souvent, je marche dans la ronde. Ben, pas souvent, mais quand j'y vais, puis je regarde des coins abandonnés, genre, là, c'est quoi? Y avait-tu un vieux pizza? En quelle année ils ont commencé le pizza en 89? Ça m'intéresse tellement. Je suis vraiment obsédée par les vieilles installations commerciales. Ça m'intéresse énormément. Ouais, arrête! Ouais, là. Ouais. Mais toi, quand tu étais jeune, y avait-tu genre Beauce Carnaval? Genre, tu sais, des trucs... Hein? Non, c'est quoi ça? Tu sais pas c'est quoi Beauce Carnaval? C'est-tu comme une foire avec des manèges qui se promenaient de ville en ville? Oui, c'est ça. OK, ben peut-être que oui, on l'a eu. Je me rappelle qu'il y avait une genre de petite foire, des fois dans la cour de l'Arena, à New Richmond, dans mon village. Et là, c'était la fête. Là. Quand tu vois
Beauce Carnaval qui débarque dans ta ville. Moi, quand j'étais enfant, là, tu sais, aujourd'hui, on dirait que c'est rendu un peu boboche, là, mais il semble que dans le temps, c'était vraiment plus nice, là. Il y avait des gros manèges même, puis tu sais, maintenant, c'est comme des petits manèges pour enfants, là, mais... Mais l'autre fois, il y en avait une à Laval. OK. Une petite foire comme ça, là, dans un stationnement, puis j'avais été avec Marilyn, là, puis on avait fait un manège, j'avais eu assez peur, là. Parce que, mettons, les manèges à la ronde, ça me fait peur. Okay. Mais des manèges que t'es pas trop sûr si c'est professionnel, à quel point il y a des gens qui sont qualifiés pour s'assurer que ça tombe pas en miettes, là. Puis là, on était dans une affaire qui tourne, là, genre des balançoires qui tournaient, puis j'étais avec Marilyn, là, puis j'ai tellement crié, j'avais tellement peur, là. Une peur sincère, là. J'avais vraiment peur qu'on meure, là, tu sais, genre Final Destination, là, 100%. Ah, je comprends. Ouais. Mais c'est vrai que c'est redneck. Là, ils construisent ça en 2 jours. Après ça, ça repart à l'autre ville à côté. Ça remonte ça en 24 heures. Oui, puis c'est même semble c'est dans les articles qu'on voit sur Internet de gens qui sont morts dans des manèges, c'est bien plus souvent des manèges cheapettes comme ça que des gros manèges Six Flags. Ah oui, c'est clair. Ouais. Mais t'allais dire de quoi? Est-ce que je t'ai coupé? Je sais pas, j'allais juste redire que j'adore la ronde à l'Halloween. Mais non, mais c'est le fun quand le soir, le soleil se couche, puis là, justement, les comédiens sortent, puis il y a de la fumée, puis tu sais, moi, c'est plus l'ambiance. Tu sais, faire la file pour aller faire les maisons hantées, c'est que c'est très long. C'est vraiment long, puis j'aime mieux l'ambiance qu'il y a dans le parc, puis toutes les décorations, puis regarder... toutes les machines distributrices avec des toiles d'araignée dessus, moi, ça me fait capoter, là. Ouais. Je comprends ça. Puis, t'as-tu je m'en dis, t'as-tu le grand rêve que, genre, un jour, on fasse des films d'horreur au Québec, que tu puisses figurer dedans ou, genre, participer à ça? Ou... C'est pas un rêve que j'avais, mais là, j'avoue que tu me le donnes un petit peu, là. Mais... tu veux dire des productions québécoises ou américaines? Oui, on dirait qu'on fait pas ça ici au Québec, des films d'horreur. On en a fait un petit peu. Il y avait Les Affamés il y a quelques années, je crois. C'est le truc de zombies. Ouais. Je me rappelle qu'il y avait Didier Lucien là-dedans. Puis c'était qui le personnage principal? C'était Chosebin, là. Je me rappelle plus. Le jeune comédien connu. Mais c'est vrai qu'on n'en fait pas énormément. Il y en avait un récemment qui est sorti la saison passée, il me semble, avec Roy Dupuis. C'était comme justement des zombies, mais glacés. Ça me dit rien. Ouais, faudrait qu'on le retrouve, mais je l'avais pas vu. Je sais pas si c'était bon, tu sais. Mais on n'en fait pas beaucoup, en effet. Ouais. Mais moi, là, j'aimerais ça. Si genre Xavier Dolan pouvait faire un film d'horreur, là, j'aimerais tellement ça, parce que moi, il n'y a rien qui me fait plus triper qu'un bon film. Genre, c'est de la qualité. Ouais. Puis c'est un film d'horreur, je suis tellement fière là, quand j'en vois un comme ça. Je comprends. Et moi, quelque chose que je comprends pas qu'on fasse pas au Québec, parce que je comprends qu'on est limité financièrement, tu sais, on n'a pas le budget des États-Unis, mais des films d'amour, genre des bons films d'amour romantiques. Genre, je veux dire, t'as pas besoin d'aucun budget là, pour faire des films d'amour. Là. Mais j'avoue, on dirait que les films d'amour, quand il y en a un qui sort au Québec, on pense tout le temps que ça va être la même affaire, mais Mais il n'y en a pas qui sortent. T'en as-tu un à me nommer, genre? À part Juliette, il y a 20 ans, genre. Nez rouge. Nez rouge! Oh mon Dieu, wow! Mais ça, c'est une comédie avant tout, là. C'est une comédie, c'est-tu romantique? Oui, sûrement, mais tu sais, c'est pas... moi, je te parle d'un Nicholas Sparks, là, genre un film Les pages de notre amour. Oui, un gros classique, là. Ouais. Mais je sais pas, faudrait que quelqu'un le fasse. Je sais pas c'est quoi qui se passe avec les films au Québec. C'est vrai qu'on a l'air d'être un petit peu pris dans les mêmes patterns. Je sais pas si... qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas énormément de place pour les réalisateurs moins connus aussi, peut-être? Ouais, c'est souvent... peut-être. Ouais, mais bref, j'ai même pas répondu à ta question, mais oui, j'aimerais ça être figurant dans un film d'horreur. Ah ouais. Moi, quand on était en secondaire 5, dans notre cours d'anglais, il fallait faire un film. Moi aussi. Puis nous autres, on avait fait un film d'horreur qui s'appelait Bloody. Oh! Puis je me faisais tuer par le tueur. J'avais bien aimé ça. Ah, j'adore. Ouais, je m'appelais Scott. C'était en anglais. Ouais, c'est sûr que vous vous inspiriez des films...
On s'inspirait de genre les frères Scott, justement. Puis les films d'horreur qu'on voyait là, Frisson. Les films d'horreur, non? Ouais. J'adore. Ouais. Là, as-tu des grands rêves que tu chéris? On parlait de rêves de films d'horreur, mais rêves tout court, genre à venir dans ta vie. As-tu quelque chose que tu aimerais accomplir? Je suis tout le temps en train de... On dirait qu'au début, quand je commençais à être humoriste, je me posais pas vraiment de questions, puis c'était assez clair que je veux être humoriste, je veux faire mon one-man show, puis that's it. Puis là, on dirait que dans les dernières années, j'ai fait comme des projets différents, tu sais, le podcast, le livre, que j'aurais jamais cru écrire un livre. Fait que je suis un peu en redéfinition de c'est quoi, moi, ma trajectoire, puis c'est quoi les projets que j'aimerais faire. Fait que je m'ouvre de plus en plus à faire des projets différents. Puis un que j'aimerais faire, qui est que je sais pas si ça se produira, mais moi, j'aimerais ça faire un dessin animé. J'aime beaucoup ça faire des voix. Oh. J'aime ça faire des voix. J'aimerais ça doubler un dessin animé. Fait que je lance ça dans l'univers. Peut-être que dans les prochains mois, les prochaines années, ça se produira. J'aimerais beaucoup ça. Oui, je souhaite, my God. C'est vrai que ça serait fun. Puis, as-tu des projets qui s'en viennent que tu peux spoiler, mettons? Là, c'est sûr que tu viens d'annoncer une couple d'affaires, là, mais... Ouais, les projets qui s'en viennent, ça serait des vacances pour moi. Ouais? Oui, j'aimerais ça prendre une petite semaine ou deux de vacances dans les prochains mois. Puis après ça, ça va être l'été, fait que ça va être les festivals d'humour, les galas. J'aime prendre des vacances dans les prochains mois, puis après, ça va être l'été. Oui. Oui. Pour me préparer à l'été, pour être fin prêt à être très calme et reposé à l'été. Non, mais je dis ça parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai senti que ça a beaucoup roulé, justement avec la sortie du livre, puis le podcast, puis mon show, etc. Fait que j'ai envie de m'accorder des vacances avant d'être en burn-out, là, tu sais. Ouais. Puis, mais j'ai pas encore de projet précis à annoncer pour cette année. Ça va se déterminer, tu sais, il va falloir que je les mette de l'avant moi-même, mais sinon, ça va être le circuit des festivals classiques pour l'été, juste pour rire. Puis il y a Comédia aussi à Québec que assurément on va aller avec Marilyn. Je pense qu'on va sûrement faire un enregistrement live devant le public. Puis ça aussi, on aimerait ça en faire plus au courant de l'année, soit dans les festivals ou nous-mêmes, qu'on loue les salles puis qu'on invite les gens à venir voir ça. Ah oui, c'est sûr que ça serait un succès. Puis, tu sais, tu parles que tu as besoin de vacances. Tu te sens-tu en ce moment là, un peu overwhelmed par tous tes projets? Genre, tu sens-tu que tu as de la misère à comme dessouffler un peu? Un petit peu, pour être honnête avec toi, tu sais, ça va bien, mais je sens un petit peu un genre d'épuisement, un peu une accumulation des derniers mois qui commence à se faire de plus en plus sentir. Fait que je me suis jamais senti... on dirait que je me trouve jamais crédible quand je veux dire que j'ai besoin d'un break. On dirait que automatiquement, je vais comme, voyons, pourtant, mes journées sont pas si chargées que ça, mais je pense que c'est quand même une accumulation de stress. Moi, c'est beaucoup le stress qui s'accumule puis qui fait en sorte que j'aurais besoin d'un petit break. Puis c'est ça, comme je dis, on dirait que ça me fait peur, là, tu sais, je veux pas tomber en burn-out, là, fait que je me dis que si je peux me le permettre, tu sais, je me prendrais une petite semaine ou deux de vacances dans le prochain mois parce que j'adore ça aussi, être en vacances, là. Ouais. J'adore rien faire, là. Puis je veux pas aller en voyage, là. Je veux rester chez nous, je veux aller au cinéma, je veux lire des livres. Moi, je m'installe mon petit hamac sur mon balcon, puis je lis là sur là, la température commence à être plus clémente, fait que j'ai très hâte de faire ça, puis je vais mettre des chandelles à la citrouille sur mon balcon, là. Non. Sur un hamac sur le balcon en plein été, chandelle à la citrouille, ah ouais. Oui, en train de lire un livre d'épouvante, là, tu sais. Puis tu dis, tu sais, si je peux me le permettre, mais je pense qu'il faut l'imposer des fois parce que on dirait que, tu sais, moi-même, là, mon rythme de vie va tellement vite, genre que je suis comme, tu sais, même là, on s'est pris comme un 3 jours à Toronto la semaine prochaine parce qu'on va voir John Mayer en spectacle. On dirait que tous les engagements de la planète, genre, voudraient se booker à mon horaire. Puis là, je suis comme, faut que je me respecte.
que je dise que je suis en vacances puis que je le sois pour vrai parce que c'est tellement facile de se prendre tout le temps des affaires. Il va tout le temps avoir de quoi, genre. Puis, tu sais, souvent, on dirait que tu dis un peu, tu te sens mal, tu sais, de réclamer des vacances ou de quoi, mais c'est que je pense que les gens autour de nous, ben, tu sais, je m'inclus là-dedans parce que je suis comme travailleuse autonome un peu dans le, tu sais, je touche à plein d'affaires, mais on dirait qu'on fait rien, mais que dans le fond, on n'arrête pas, tu sais. Mais genre, en tout cas, fait que je comprends. Mais oui, c'est ça, tu sais, on dirait que, mettons, à nos parents qui ont eu des carrières plus conventionnelles, on se sentirait comme un bébé de dire, ben, j'ai besoin de vacances, alors que eux, ils pensent qu'on est chez nous à journée longue à rien faire. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, une job de travailleur autonome, ça fait en sorte que ça arrête jamais. Tu sais, on est tout le temps sur Instagram, tout le temps en train de se dire, faut que je fasse de la promo pour quelque chose. Je pourrais tout le temps faire plus. Fait que moi aussi, j'ai de la misère à dire non. Mais en même temps, c'est quand même valorisant des fois de dire non. Oui. Puis ça fonctionne bien. Puis c'est ça qui te permet de recharger tes batteries. Moi, c'est ça, en tout cas. Là. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir dit oui. Ben aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Puis en plus, j'avais mon petit lait au chocolat pour me réconforter. Oui. Fait que c'était pas du tout une tâche d'être ici avec toi. Ah, t'es fin. Puis là, tu veux-tu plugger? Où est-ce qu'on peut te suivre? Tu sais, on a parlé un peu de tes projets, mais tu te plugues en terminant. Ben moi, tout se passe sur ma page Instagram. Vous pouvez aller voir ma page Sam Cyr. J'ai tout le temps un lien Linktree dans ma bio où est-ce que j'ai toute la liste de mes shows qui s'en viennent, de notre Patreon pour le podcast. J'ai un lien pour mon livre aussi, Lamentable, qui est disponible partout. Puis c'est pas mal ça. Hey, puis by the way, là, juste en finissant, ton livre, le visuel est magnifique. T'as-tu travaillé avec quelqu'un pour ça ou c'est pas toi qui as fait tout ça? Non, ben gars, je l'ai ici. Oui, il est assez beau, c'est fou, là. Oui, je l'aime vraiment beaucoup. C'est mon ami Camille Lucier qui a fait l'illustration. Wow. Puis on a travaillé, ben moi j'adore ça, le visuel. Fait que on a fait une coupe d'esquisses. Puis moi j'aimais ça. J'aime l'idée d'une couverture, on dirait symétrique. Ouais. J'aimais beaucoup la symétrie. Puis de fil en aiguille, on était vers l'univers des insectes parce que mon personnage dans le livre, c'est beaucoup un personnage à carapace. Fait que on s'est aventuré vers le scarabée que je trouvais qu'il était super beau symétriquement. Puis Camille a fait ça de main de maître. J'aime vraiment la couverture. Moi, on dirait que c'était important pour moi de tu sais, vu que je suis pas un auteur connu pantoute, là, fait que c'est important pour moi de réussir à me démarquer en librairie. Quelque chose de tape à l'œil. Qu'il y ait des gens qui soient tentés de l'acheter juste parce qu'ils le trouvent beau. Moi, je trouve ça bien correct. Puis après, ben, ils découvriront le contenu qui est incroyable aussi. Oui, ben pour vrai, j'ai vraiment hâte. Sincèrement, là, c'est sûr que je vais aller l'acheter. J'ai hâte de lire ça. Ah ben merci Stéphane, tu m'en donneras des nouvelles. Oui, sans faute. Fait que merci encore, Sam, de ta venue sur le podcast. Puis merci aux gens à la maison d'avoir écouté l'épisode. C'est toujours très apprécié. Et on se voit bientôt dans un prochain... je répète épisode, mais prochain podcast, prochain épisode. Bye, tout le monde. Dans un prochain rendez-vous. Exactement. Bye.